La science CQFD, Natacha Triou. En Europe, la France est le 3e pays qui a le plus recours aux animaux de laboratoire. La question ne date pas d'hier. Pourra-t-on un jour s'en passer ? 90% des prix Nobel de médecine s'appuient sur eux. Sans lapin, pas de vaccin contre la rage inventé par Pasteur en 1885. Sans mouton, pas de Nobel en 1905 pour l'étude de la tuberculose. Sans rongeur, pas de Nobel en 2008 pour les travaux sur le sida. La recherche médicale leur est largement redevable. Mais face au progrès technologique, peut-on parvenir à zéro animaux de labo ? Expérimentation animale, pas de rats, pas de résultat. Bonjour Francine Marano. Bonjour. Vous étiez présidente de Francopass, la plateforme pour les méthodes alternatives, et vous êtes professeure émérite de biologie cellulaire et toxicologie à l'université de Paris-Cité. Bonjour Yvon Balançard. Bonjour. Vous êtes vétérinaire en charge du bureau éthique et modèles animaux du CNRS et président du GIRCOR, association qui regroupe les établissements de recherche en biologie qui ont recours aux animaux à des fins scientifiques. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct des studios de France Culture. Alors vous pouvez, chers auditeurs, chères auditrices, compléter votre écoute sur notre page web, sur le site de franceculture.fr et sur le fil Twitter de l'émission @ScienceCQFD. Nous parlerons tout au long de cette heure des questions éthiques que soulève l'expérimentation animale, l'évolution des pratiques et les solutions de substitution. Et pour commencer, tendons l'oreille à cette archive de 1971 où l'on questionne déjà son utilité, sa pertinence et ses limites. Monsieur le professeur Grasset, quelle est l'utilité de certains animaux pour la médecine et pour la recherche médicale? L'utilité des animaux est primordiale. L'expérimentation sur l'homme est très difficile. Elle est généralement à proscrire, car elle porte atteinte à la dignité de la personne humaine. L'animal a permis tous les progrès de la médecine. Et à cet égard, nous devons lui en être fort reconnaissants. Il y a toutefois des limites à l'expérimentation sur l'animal. Et ces limites, les voici. Est-ce que les résultats d'une certaine expérience effectuée sur l'animal peuvent en toute sécurité être étendus à l'homme? Autrement dit, l'extrapolation est-elle légitime? Elle l'est souvent, mais non toujours. Les mots du zoologiste français Pierre-Paul Grasset, un extrait de l'émission Paradoxe. Francine Marano, est-ce que cela va de soi, l'expérimentation animale ? Oui, ça va de soi, parce que effectivement, on peut pas tout tester chez l'homme, c'est impossible. Ça serait sur le plan éthique d'ailleurs extrêmement contestable. Donc l'expérimentation animale, elle a démarré au XVIIe siècle, elle s'est développée surtout au XIXe siècle, avec en particulier Claude Bernard. Ça a permis d'apporter beaucoup de connaissances. Mais l'extrapolation, il a tout à fait raison, ne se fait pas de façon automatique. Et il y a actuellement, et on le verra, de nouvelles façons de procéder, en particulier avec ce qu'on appelle les méthodes alternatives, qu'on va développer tout à l'heure, donc des tissus d'origine humaine, les organoïdes, toutes ces choses qui permettent de mieux cerner ce qui se passe chez l'homme. Yvan Balançard, est-ce que vous avez une réaction à l'archive qu'on vient d'écouter ? Oui, alors déjà, effectivement, à l'époque où cette archive a été tournée, il faut rappeler qu'il n'y avait aucune réglementation qui encadrait l'expérimentation animale. La première réglementation européenne date de 1986, donc c'est pas si vieux que ça, et celle qui réglemente aujourd'hui l'utilisation des animaux en recherche date de 2010. Donc vous imaginez qu'effectivement il y a un bond énorme entre l'époque où cette archive a été enregistrée et les pratiques d'aujourd'hui. Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est qu'on parle d'emblée de prédictivité. Peut-être qu'on pourrait déjà expliquer ce qu'est l'expérimentation animale, qui est quand même malheureusement un terme, une expression qui est teintée d'un imaginaire très lourd. L'expérimentation animale, c'est pas uniquement de tester des molécules sur des animaux. Ça, c'est quand même ce que pense la majorité des gens. Les tests sur les animaux pour justement des candidats médicaments humains ou vétérinaires,
c'est moins de 30% des animaux qui sont utilisés en recherche. Donc tout le reste, en fait, ce sont des animaux qui sont utilisés dans le cadre de la recherche fondamentale, en zoologie, en écologie, en physiologie, donc pour comprendre également le mécanisme de maladies humaines ou animales. Donc si vous voulez, je pense que c'est important déjà de définir le cadre, de bien comprendre que l'expérimentation animale, alors aujourd'hui on parle plus volontiers d'utilisation des animaux à des fins scientifiques, parce que justement c'est peut-être plus explicite, ce n'est pas uniquement d'essayer d'extrapoler à l'homme. Voilà, je pense que c'est important. Alors bien, c'est une partie importante pour la médecine, mais ça n'est pas que ça. Oui, cette extrapolation, comme vous dites, hein, ces expériences, enfin ces recours, ça recouvre beaucoup de domaines. Oui, alors là, je parlais effectivement d'une manière générale pour comprendre le vivant. Enfin, il faut croire qu'aujourd'hui, il faut pas croire justement qu'aujourd'hui on sait tout sur le vivant. Bien au contraire, plus on avance, plus on s'aperçoit qu'on ne sait pas grand-chose finalement. Et ça, c'est la démarche scientifique. Et donc, on a énormément à apprendre aussi de l'observation de ce qui se passe chez les animaux, de mécanismes qu'on ne connaît pas, qu'on va essayer justement d'abord de comprendre et après peut-être aussi de modéliser pour éviter d'avoir recours à ces animaux. Alors l'expérimentation animale, hein, ça part aussi de l'idée que les animaux peuvent être des modèles pour mieux comprendre la physiologie. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste un modèle? Qu'est-ce que ça signifie quand on parle de modèle, Franceline Marano? Bien, effectivement, le terme de modèle ne va pas de soi. Hein. Qu'est-ce que ça signifie de considérer qu'un rat ou une souris soit un modèle chez l'homme? Donc c'est un concept qui s'est développé avec la biologie moderne en quelque sorte. On ne parlait pas de modèle au 19e siècle. J'évoquais tout à l'heure Claude Bernard, qui a été quand même un précurseur fantastique dans la compréhension du fonctionnement du vivant et donc les progrès de la médecine. Il n'était pas seul, hein, bien évidemment, mais il a apporté beaucoup. Et donc il n'utilisait pas ce terme. Le terme est venu plus tardivement, mais on ne parle pas que de modèles animaux, on parle aussi de modèles cellulaires, de modèles donc in silico, c'est-à-dire en utilisant des approches maintenant qui sont bien différentes de celles qu'on pouvait avoir au 19e siècle. Donc modèle, ça veut dire que on estime que on va pouvoir, malgré tout, à partir de l'expérimentation animale, mais aussi des autres formes d'expérimentation, donc extrapoler. Il y a quand même ce sens de l'extrapolation, extrapoler des recherches réalisées sur ces modèles, donc les extrapoler au fonctionnement de l'organisme humain. Mais on en connaît actuellement de façon très importante les limites aussi de ces modèles. Mais on ne peut pas faire autrement que d'utiliser ces approches parce qu'on ne peut pas travailler sur toutes les formes du vivant et sur toutes les espèces animales, bien évidemment. Donc pour faire des recherches en biologie, qu'elles soient fondamentales ou appliquées, voire pour l'évaluation de l'efficacité ou de la sécurité des produits de santé, des médicaments et autres. Oui, puis cette idée assez importante de comprendre les mécanismes du vivant. Les mécanismes du vivant ont une base fondamentale qui est très forte, qui donc est la même pour tous les organismes. Et puis il y a ensuite des différences qui apparaissent au cours de l'évolution. Et dans les tissus aussi, quels que soient les organismes, on a des différences. C'est pourquoi donc ces approches expérimentales sont très importantes pour comprendre tout cela et les interactions qui existent entre tous ces systèmes. Yvan Balançin, vous évoquiez un imaginaire lié aux approches expérimentales. Quelles sont les espèces utilisées essentiellement aujourd'hui en France ? Alors aujourd'hui, l'espèce reine, qui est de loin la plus utilisée, c'est la souris, qui représente autour de 60% des animaux utilisés. Et puis on va retrouver ensuite le rat également, qui est très utilisé, entre 10 et 15%. Les poissons aussi, et ça on n'y pense pas. Les poissons sont des espèces, en particulier le poisson zèbre, qui sont vraiment émergentes et qui sont de plus en plus utilisées. Il existe des modèles d'autisme chez le poisson, par exemple, des modèles de dépression, tout comme par exemple... Et peut-être je rebondis sur ce que disait Francine tout à l'heure par rapport justement à la notion de modèle. On apprend aussi de la différence, c'est-à-dire que
Par exemple, les poissons ont l'habitude, cette bonne habitude de régénérer les organes plutôt que de cicatriser comme le font les mammifères. Et cette différence majeure entre les mammifères et les poissons fait que, on se sert de ces observations aujourd'hui pour faire de la médecine régénérative. C'est-à-dire qu'on essaie de comprendre comment un poisson est capable de régénérer 30% de son tissu cardiaque en quelques semaines. Et vous imaginez un petit peu la répercussion que pourrait avoir en médecine justement l'adaptation et la compréhension de ces mécanismes et l'utilisation chez l'homme. Donc en fait, un modèle, c'est pas toujours faire à l'identique, mais c'est aussi comprendre quand il y a des différences, pourquoi il y a ces différences, pourquoi telle ou telle espèce est résistante à telle ou telle maladie, par exemple. Et c'est souvent d'ailleurs de ces différences qu'on arrive à obtenir des informations qui pourront après être effectivement utiles, notamment en médecine. Oui, je pense également à un autre modèle qui est extrêmement utilisé, c'est celui de la drosophile. La drosophile a été donc quasiment avec d'autres modèles à la base de toutes les découvertes qu'on a pu faire sur donc dans le domaine de la génétique, justement parce qu'il y a des similitudes dans le fonctionnement du vivant entre les différentes espèces. Et actuellement, on utilise la drosophile comme modèle de pathologie humaine. Donc par des transferts de gènes qui, étant donné qu'on connaît parfaitement bien son génome et son fonctionnement, le fonctionnement de ces gènes, en modifiant cela, on arrive à mimer des pathologies humaines chez la mouche du vinaigre, qui mesure quelques millimètres. Donc vous voyez, il y a donc cette possibilité d'utiliser des animaux un peu alternatifs, c'est comme cela qu'on les appelle d'ailleurs, le poisson zèbre, donc la mouche du vinaigre. Le poisson zèbre, en effet, qui est en effet un animal qui est très utilisé. Mais la drosophile aussi, donc pour chercher de nouveaux médicaments. On évoque donc souris, poissons, rats, lapins, les chats, les chiens, tout ça c'est... Alors ça fait partie, je parlais de l'imaginaire, effectivement. Alors là aussi, je fais un petit retour sur Claude Bernard, dont parlait Flanceline, qu'on appelait à l'époque le prince des vivisecteurs, qui a beaucoup œuvré pour la physiologie, mais qui a fait beaucoup de tort finalement en termes d'image, parce que en fait on associe encore aujourd'hui en 2022 finalement l'expérimentation animale à la pratique de Claude Bernard. Alors qu'il faut dire ne se préoccupait pas trop de la douleur animale. On peut dire que Claude Bernard en fait n'avait aucune préoccupation éthique, à tel point d'ailleurs que sa femme a ensuite légué une partie de sa fortune pour construire les premiers cimetières pour chiens, tellement elle se sentait peut-être coupable de ce qu'avait fait son mari. Voilà. Mais donc pour revenir effectivement à ces espèces qui sont très souvent mises en avant, les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est-à-dire que les chats représentent aujourd'hui moins de 0,05% des animaux utilisés en recherche, et ils le sont quasi exclusivement, voire exclusivement dans le cadre de la médecine vétérinaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que l'expérimentation animale, c'est aussi travailler sur des espèces cibles, notamment dans le cadre de vaccins. Et donc tous les vaccins que vous utilisez, tous les propriétaires de chiens et de chats qui vaccinent leurs animaux de compagnie, il faut savoir que ces vaccins, ils ont été mis au point sur des animaux. D'ailleurs, une partie, il faut savoir aussi que dans le cas des essais de vaccinologie sur les chats, un certain nombre d'entre eux, même un grand nombre d'ailleurs, peut être remis à l'adoption, puisque c'est finalement des projets scientifiques qui sont assez peu invasifs, et donc avec évidemment les autorisations vétérinaires nécessaires. Donc les chats, en fait, essentiellement utilisés dans le cadre de la médecine vétérinaire. C'était pas le cas il y a encore une trentaine d'années, où ça a été pendant longtemps un modèle phare en neurosciences. C'est notamment les études sur le sommeil, par exemple, ont été réalisées chez le chat. Et effectivement, alors, à une époque où, comme je le disais tout à l'heure, il n'y avait aucune réglementation, on peut imaginer en effet que certaines images absolument épouvantables qui circulent sur les forums, qui ne sont d'ailleurs jamais datées et dont on ne connaît pas l'origine, mais c'est souvent d'ailleurs des images qui ont été prises dans des laboratoires dans les années 60 ou 70, et en effet à cette époque-là les chats étaient utilisés. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Les chiens sont là aussi très largement utilisés dans le cadre de la médecine vétérinaire pour les mêmes raisons que les chats. Et puis, pour les chiens, il y a une petite partie d'entre eux. Donc les chiens, ça représente 0,2% des animaux utilisés. Les chiens, en fait, ont la particularité d'être une espèce
très diversifiée, puisque si vous prenez la différence entre un bulldog français et un Terre-Neuve, vous voyez la différence de morphologie qu'il peut y avoir au sein d'une même espèce. Et la sélection des races de chiens a fait que les allèles morbides, c'est-à-dire en fait les maladies héréditaires, ont été sélectionnées finalement avec cette sélection de races. Et en fait, chaque race de chien porte des maladies qui leur sont caractéristiques. Et en particulier, beaucoup de races canines partagent des maladies héréditaires, notamment des myopathies, avec l'homme. Et c'est la raison notamment pour laquelle dans les études qui sont réalisées pour les myopathies, notamment dans le cas de la myopathie de Duchenne par exemple, on peut faire appel à des modèles canins qui développent naturellement ces maladies. Autre question, pour finir sur ces espèces utilisées, la question, les singes, les primates non humains. Alors, les singes, là aussi, représentent une partie infime des animaux qui sont utilisés, mais ils sont là aussi extrêmement importants. Alors, ils sont importants parce qu'ils sont utilisés là aussi dans le cadre de ce qu'on appelle les essais précliniques, c'est-à-dire les essais qui vont être réalisés sur les candidats médicaments juste avant de passer chez l'homme, parce qu'il faut pas oublier, contrairement à ce qui était dit dans la petite archive qu'on a entendu tout à l'heure, que il y a des essais chez l'homme, c'est ce qu'on appelle les essais cliniques, et ces essais cliniques, pour essayer d'être le plus en sécurité possible, on les réalise après avoir évalué les candidats médicaments sur un certain nombre d'espèces animales, et généralement en dernier recours, c'est-à-dire une fois qu'on a évalué ces médicaments sur des espèces rongeurs et non rongeurs, et si le médicament s'avère avoir des propriétés intéressantes, à ce moment-là, en dernier recours, avant de passer chez l'homme, on va le tester sur des espèces de singes. Et ce qui est important, donc, dans ce cadre-là, c'est que on est là à un tournant de l'histoire de la médecine. C'est-à-dire que depuis quelques années, les médicaments traditionnels, chimiques, les molécules chimiques, qu'on a tous l'habitude de prendre, ces molécules-là, cette médecine-là, en fait, elle a tendance à baisser un petit peu en régime, et on est à l'avènement de ce qu'on appelle les biothérapies, c'est-à-dire l'utilisation de molécules vivantes. C'est notamment des anticorps monoclonaux qui ont révolutionné le traitement de certains cancers, par exemple, qui avaient des espérances de vie de 2 mois, et qui, grâce à ces biothérapies, ont permis d'être traités de manière spectaculaire. Ces biothérapies, ce sont des molécules qui sont comme je le disais souvent, des anticorps, donc qui font appel à un système immunitaire. Et pour évaluer ces molécules, le modèle primate est encore plus important. Donc on a vraiment besoin de ces animaux, justement, pour pouvoir développer toute cette partie de thérapeutique nouvelle. Et puis ensuite, il y a un cadre de recherche précise qu'on appelle les neurosciences, où on fait beaucoup appel, en tout cas où les primates sont utilisés, parce que justement, pour des raisons assez évidentes, de proximité entre le système nerveux central des hommes et des singes. Et juste pour terminer, par exemple, très récemment, une découverte absolument extraordinaire qui permet d'obtenir ce qu'on appelle des prothèses neurales, et qui permettent donc, en établissant des prothèses, notamment sur la moelle épinière, de faire en sorte que le cerveau peut à nouveau commander les muscles de personnes qui étaient paralysées. Et ça, c'est des travaux qui ont été publiés l'année dernière, et qui ont permis donc d'avoir des résultats chez l'homme l'année dernière, et qui ont été publiés notamment avec des chercheurs français sur des modèles primates il y a à peu près 6 ans. Donc vous voyez que ce sont des modèles qui sont marginaux en nombre, mais qui restent quand même fondamentaux dans des cas très précis. Oui, puis il faut rappeler quand même que la recherche sur les grands singes, chimpanzés, orang-outans, gorilles, est interdite en France et en Europe. En Asie du Sud, c'est possible de faire des tests sur des chimpanzés, ce qui pose le problème de la réglementation internationale. France Culture, la science CQFD, Natacha Triou. 16h18 sur France Culture, nous parlons d'expérimentation animale en compagnie de Franceline Marano et Yvan Balançard. Alors on l'a évoqué, les premières réglementations apparaissent à la moitié du XXe siècle, il faut attendre 1986. Franceline Marano, autour de quoi ces premières règles sur l'expérimentation s'articulent ? Bien, en fait, d'abord, la conscience de la souffrance animale, comme Yvan l'a dit, elle n'est pas venue en 86 quand la première directive européenne est sortie. On a pris conscience de cela pendant toute la première moitié du XXe siècle. Et il y a eu un événement qui a vraiment joué un rôle important, c'est la publication par 2 auteurs anglais,
de chercheurs, de biologistes, Russell et donc Bush, la publication d'un petit ouvrage qui a vraiment été fondateur dans ce qu'on appelle maintenant l'éthique animale. Et donc c'est dans cet ouvrage où il parlait d'expérimentation animale, il disait on ne peut pas continuer comme on le faisait avant, sans se préoccuper de la souffrance animale. L'animal, il a donc des droits, et donc il faut qu'on modifie notre façon de voir les choses. Et ils ont donc envisagé dans cet ouvrage le concept dit des 3 R, donc la règle des 3 R. Oui, la fameuse règle des 3 R, donc replace, reduce, refine, c'est-à-dire remplacer les animaux quand on peut le faire, donc réduire leurs utilisations par de meilleurs protocoles expérimentaux, et puis faire en sorte de ne pas les faire souffrir avec de nouvelles pratiques, et de faire aussi en sorte d'utiliser mieux l'expérimentation animale. Et ça a été un déclenchement, en fait, à cette prise de conscience d'abord chez les scientifiques, bien sûr, mais qui l'avaient déjà, mais aussi dans la population et chez les politiques. Et donc, en France d'ailleurs, il y a eu des réglementations avant 86 sur donc l'expérimentation animal. Ça a commencé dès les années 60 en fait. Et bon, c'est au niveau de l'Europe, donc là effectivement cette première directive européenne qui a fixé les choses et qui a dit il faut faire en sorte d'appliquer cette règle des 3 R et puis dans la mesure possible, remplacer l'expérimentation animale par les méthodes alternatives. Et puis en 2010, une directive européenne. Oui, alors déjà peut-être, parce qu'on parlait d'éthique, rappeler ce qu'on appelle éthique animale, qui pourrait se définir comme la responsabilité morale de l'homme envers l'animal, compte tenu des capacités de l'animal à éprouver des émotions négatives et positives, de vivre des expériences, de les mémoriser. Et donc effectivement, l'éthique animale est le fondement de l'éthique en expérimentation animale. Et puis on parlera peut-être tout à l'heure des comités d'éthique qui justement sont liés à cette directive. Et donc l'éthique en expérimentation animale, c'est d'abord elle repose sur l'éthique animale, sur le respect donc de la sensibilité de l'animal, de sa capacité à souffrir et à stresser, angoisser, à vivre des expériences émotives. Et donc elle nécessite, en fait elle exige cette éthique en expérimentation animale de peser en fait les contraintes qu'on va exercer sur les animaux dans le cadre des projets et les bénéfices qu'on peut escompter justement de ces procédures expérimentales. Et donc c'est en fait une vision un petit peu utilitariste, c'est-à-dire on sait qu'en fait on va imposer des contraintes envers un animal qui n'a pas de consentement éclairé, contrairement à ce qu'on peut avoir dans les essais cliniques. Donc on sait qu'on va imposer une contrainte et il faut justement qu'on puisse la justifier. En fait toute la difficulté effectivement c'est de justifier la nécessité d'avoir recours. Alors comme le disait Franceline, on doit justifier qu'on est obligé d'avoir recours et qu'il n'existe pas de méthode substitutive. Et puis donc encore une fois c'est vraiment cet équilibre entre le coût et ce que les recherches vont amener en termes de science, de recherche, de santé humaine, animale ou pour l'environnement. Et puis il y a également une vision donc qui est plus concrètement normative de cette éthique animale, puisqu'aujourd'hui on considère finalement un projet éthique s'il répond à cette fameuse règle des 3 R, donc qui vraiment est la pierre angulaire de la réglementation. Et donc c'est vraiment, si vous voulez, l'étude des projets se fait toujours sous le prisme des 3 R. C'est-à-dire qu'on doit en permanence justifier qu'on respecte les 3 R, c'est-à-dire que si on n'est pas capable de remplacer les modèles animaux, il faut expliquer pourquoi. Il faut ensuite justifier le nombre d'animaux qu'on utilise. Et ensuite, on doit expliquer tout ce qu'on va mettre en place pour raffiner les procédures, c'est-à-dire pour limiter toutes les contraintes, c'est-à-dire prendre en charge le stress, l'angoisse, la douleur des animaux qui sont impliqués dans les projets. Mais alors cette règle des 3 R, est-ce que cette réglementation est rigoureusement appliquée en France, Franceline Marano ?
Je pense que oui, il y a vraiment un effort tout à fait important de l'utilisation. Comment est-elle appliquée d'ailleurs justement? Bien, à travers donc les comités d'éthique dont on va parler, qui ont maintenant l'obligation. Il faut dire que tout expérimentateur qui veut réaliser donc une expérience sur des animaux, sur des modèles comme ceux qu'on évoquait, doit déposer auprès du ministère de la Recherche et du ministère de l'Agriculture les projets en question, et c'est donc évalué par des experts. Il y a ces comités d'éthique dans tous les établissements, et ils évaluent la qualité du projet tel que vient de l'expliquer Yvan. Et de plus, vous ne pouvez pas procéder à des expérimentations chez l'animal si vous n'avez pas suivi une formation universitaire qui vous donne donc un diplôme en quelque sorte permettant de travailler sur les animaux. Que ça soit d'ailleurs dans les animaleries pour les animaliers ou pour les chercheurs qui font les expériences, ou les techniciens qui font les expériences. Et ceci est absolument obligatoire, de sorte que dans les universités où on donc fait de l'expérimentation animale, eh bien, il y a aussi les formations adéquates pour ça. Yvan Balançard ? Oui, pour compléter effectivement ce que disait Franceline, d'abord, bon, alors c'est pas la meilleure raison, mais il faut savoir qu'il y a un système de contrôle qui est extrêmement strict. C'est-à-dire qu'on a des inspections qui ne sont pas des parties de plaisir, et j'en parle en raison de cause, pour en avoir vécu beaucoup. Donc il y a des inspections qui sont réalisées par les DDPP, les directions départementales de protection des populations, qui sont généralement non annoncées, c'est des visites surprises. Je pense que dans ce contexte-là, enfin, c'est assez exemplaire parce que c'est vraiment on a une fréquence d'inspection et des modalités d'inspection qui, je pense, sont assez exceptionnelles. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que surtout, en fait, au-delà du système de contrôle, on a vraiment un changement culturel, en fait, qui a eu lieu. Et c'est vrai que les mentalités d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec celles qu'il y avait il y a 30 ans. Je pense qu'il faut pas être dans une position qui a souvent été celle des scientifiques un peu condescendantes, en disant mais non, tout va bien, tout est parfait. C'est pas vrai, parce que je pense qu'on serait horrifié de revenir dans des laboratoires dans les années 60 et 70. Franchement, enfin, je veux dire, et moi le premier, je pense que quand on m'explique ce qui se faisait, des expériences qui se faisaient dans les années 70, d'abord ce serait aujourd'hui pénalement répréhensible, et ensuite, franchement, c'est quelque chose. Enfin, moi, en tant que vétérinaire, je n'aurais jamais signé pour travailler dans des laboratoires avec de telles pratiques. Mais parce que les gens ne le faisaient pas méchamment, c'est parce que à l'époque, en fait, la condition animale, la vision de l'animal dans la société n'était absolument pas celle que l'animal a aujourd'hui. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu effectivement un vrai changement culturel, que les gens qui sont aujourd'hui chercheurs dans les établissements de recherche, c'est des gens qui ont fait leurs études à l'étranger, aux États-Unis, au Canada, en Suisse, en Angleterre. C'est des gens qui ont été confrontés à d'autres cultures où la reconnaissance de la sensibilité animale était beaucoup plus précoce que ce qu'elle a pu avoir lieu en France. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas tant, enfin, ce qui doit rassurer, c'est pas tant qu'il y ait des contrôles qui soient stricts, c'est surtout qu'en fait, les gens, les chercheurs, les techniciens, les ingénieurs sont très sensibilisés, en fait, au respect de l'animal et à leur bientraitance. Et ça, c'est vraiment important, et c'est ça qui est le plus important à mon sens. Mais on a vu, quand même, qu'il y a eu des dérives, il y a des abus, comme dans tous les domaines, mais il y a eu une enquête vidéo relayée par Libération en 2017 dans un laboratoire de Paris. C'est une vidéo violente. On voit, pour les rongeurs de laboratoire, entre ce cadre légal assez strict et la réalité des pratiques, il peut y avoir d'immenses gaps. Comment est-ce qu'on explique ça, Franceline Marano ? Ouais, bien sûr, malheureusement, il peut toujours avoir des dérives, vous avez raison. Mais je suis d'accord avec Yvan, c'est quand même maintenant devenu rarissime. Moi, l'expérience de l'expérimentation animale, je l'ai eue au cours de mes études de biologie, et justement, c'était dans les années 60-70, ça fait longtemps. Et ça a été une des raisons pour lesquelles, quand j'ai commencé à faire de la recherche, j'ai voulu faire de la recherche uniquement sur des cellules en culture. Donc il y avait cela à l'époque qui faisait que c'était pour des gens comme moi qui étaient sensibles à la souffrance animale, c'était impossible. Mais
quand je vois au cours de toute ma carrière de biologiste l'évolution des choses, c'est vraiment rarissime à maintenant quand il y a des dérives. Bien sûr, on ne peut jamais les éviter, c'est vrai dans beaucoup de domaines, hein, et celui-là en fait partie. Hein. Je pense que c'est comme ça qu'il faut expliquer les choses, parce que je peux vous dire que les étudiants qui ensuite vont se développer des recherches dans le domaine de l'expérimentation animale, ils sont vraiment formés pour éviter donc la souffrance, et donc ils sont formés, comme je l'ai évoqué, par des spécialistes. Et puis ensuite, il y a des contrôles malgré tout qui sont faits par les responsables dans les laboratoires. Parmi l'évolution justement de l'expérimentation animale, hein, une date assez clé, les essais cosmétiques sont interdits en France et en Europe depuis 2004. Yvan Balançard. Oui, alors bon, moi je me prononcerai pas trop là-dessus parce que c'est pas mon domaine justement d'expertise et que je suis le premier en fait à lutter contre ce qu'on appelle l'ultra-crépidarianisme, hein, qui est un mot un peu barbare pour en fait justement ne pas apprécier ceux qui s'expriment sur des sujets où ils ne sont pas compétents. Bon, voilà, donc en fait simplement sur les cosmétiques, ce que je voudrais dire, c'est que on imagine quand même, et Francine sera beaucoup plus compétente pour en parler que moi, mais on voit bien qu'il y a quand même une différence de complexité entre le fait d'évaluer la toxicité d'un cosmétique qui va être posé sur la peau et la recherche biologique et médicale dans son ensemble. Donc si vous voulez, les discours, les raccourcis qu'on peut avoir en disant on a réussi pour les cosmétiques, on va réussir pour l'expérimentation animale, ça fait partie de ces positions très tranchées, très caricaturales, très séduisantes aussi, mais qui n'ont strictement aucun sens. Alors par contre, et juste pour terminer, mais tant mieux, enfin je veux dire, si aujourd'hui on arrive effectivement à évaluer la toxicité des cosmétiques sans avoir recours aux animaux, je pense que c'est quelque chose dont tout le monde se félicite, hein, et c'est un très grand progrès. Francine Marano. Oui, effectivement, le cas des cosmétiques est tout à fait caractéristique parce que il y avait une série de tests pour évaluer la sécurité des cosmétiques qui étaient assez inacceptables, hein. Chez le lapin, je me souviens d'avoir visité des laboratoires où on faisait ces tests il y a maintenant une trentaine d'années, où on voyait ces pauvres lapins avec des yeux dans lesquels on avait injecté des produits qu'ensuite nous, les femmes, nous mettons sur les yeux. Enfin sur les paupières ou sur les cils, pour jusqu'à ce qu'il y ait des lésions épouvantables, pour arriver à faire déterminer une relation dose-effet. C'était inacceptable. Qu'on ait fait en sorte que ces tests disparaissent, c'est une excellente chose. Et à côté de ça, il faut dire qu'il y a eu toutes les évolutions de la biologie cellulaire, des biotechnologies, et parmi les premiers organes en culture qu'on a su réellement maîtriser, eh bien, il y a la peau. On est capable actuellement de reconstituer en culture une peau humaine. Si vous voyez une coupe de peau au microscope venant de ces cultures de cellules et une coupe de peau à partir de biopsie, je vous assure que vous ne faites pas la différence, hein. Donc, il y a eu ça aussi, les avancées qui ont été tout à fait considérables et le développement de méthodes en parallèle qui ont permis de dire, bon, pour la sécurité des produits cosmétiques, en moins sur la peau, eh bien, on peut interdire l'animal. Mais malgré tout, hein, et je terminerai là-dessus, il faut savoir que les ingrédients, ce qu'on appelle les actifs, eux, ils sont souvent utilisés pour d'autres choses et on a des données, donc à partir d'études chez l'animal, sur ces actifs. Hein. Et parmi les autres avancées de ces dernières décennies, hein, la recherche en éthologie a fait des progrès sur la compréhension de l'émotion animale, de la sensibilité animale. Ça, quel impact ça a eu sur la réglementation du secteur de la recherche biomédicale, par exemple, Yvan Balançard? Oui, alors effectivement, il y a beaucoup d'animaux qui sont utilisés dans le cadre d'études de comportement. Hein, et encore une fois, je pense qu'alors peut-être pour définir plus précisément, encore une fois, hein, ce qu'on appelle l'expérimentation animale, parce que c'est complexe, hein, mais réglementairement parlant, expérimenter, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait utiliser un animal à des fins scientifiques, mais la réglementation définit un seuil en fait de contrainte qui est celui qui correspond à la douleur, au stress ou à l'angoisse comparable à l'introduction d'une aiguille réalisée dans les bonnes pratiques vétérinaires.
Alors c'est tout ça pour dire qu'en fait, vous voyez que très rapidement, il suffit de faire un prélèvement ou d'imposer à l'animal une contrainte qu'on estime être équivalente à celle d'une piqûre pour rentrer dans le cadre de l'expérimentation animale. C'est-à-dire que même une IRM ou voilà, c'est-à-dire que vous faites un IRM cérébral chez un babouin. Vous faites de la manipulation animale. Oui, c'est-à-dire qu'on va tranquilliser un animal ou simplement on va l'isoler pendant une demi-journée pour évaluer son comportement. On estime que cette contrainte est suffisante pour rentrer dans le cadre de l'expérimentation animale. Et justement, qu'est-ce qu'on appelle animal ? On appelle animal tous les animaux qu'on estime justement être capables de ressentir ces émotions. Et c'est la raison pour laquelle la réglementation légifère sur les animaux vertébrés, c'est-à-dire des poissons jusqu'aux mammifères, avec un petit détour par les céphalopodes. Qui ont prouvé leur intelligence. Et peut-être que d'autres rejoindront justement les espèces qui sont protégées par la réglementation. Mais juste pour revenir à l'éthologie, en effet, on voit bien que l'éthologie, ça représente une grande partie des animaux qui sont utilisés en recherche et que donc toute décision, quand on voit dans certains blogs dire interdisons l'expérimentation animale, ça voudrait dire aussi se priver de toutes les recherches en comportement animal, en zoologie, en éthologie, qui sont de l'expérimentation animale. I smell a rat, baby. I smell a rat, baby. Better watch out. I smell a rat, baby. You won't tell me where you been. Whiskey running all down your chin. I smell a rat, baby. I smell a rat, baby. Better watch out. I smell a rat, baby. Stumbling down the hall, bump your head against the wall, knock out, jump and let it all. I knew you had yourself a ball. I smell a rat, baby. I smell a rat, baby. Better watch out. I smell a rat, baby. Oh, sure supposed to know some rat. Yeah, bro, all over your face. I smell a rat, baby. I smell a rat, baby. You better watch out. I smell a rat, baby. C'est pédagogique. Je sens le rat de Young Jessie à 16h36 sur France Culture, car nous parlons tout au long de cette heure d'expérimentation animale avec nos deux invités du jour, Franceline Marano, professeure émérite de biologie cellulaire et toxicologie à l'université de Paris-Cité, et avec Yvan Balançard, vétérinaire en charge du bureau éthique et modèles animaux du CNRS et président du GIRCOR. Alors parlons à présent des méthodes alternatives dans le champ biomédical pour éviter de recourir aux animaux. Parmi ces alternatives en voie de développement, il y a les cultures cellulaires. Bonjour Céline Lausanne. Bonjour Natacha. Alors vous utilisez des cultures in vitro plutôt que des animaux. C'est une approche qui s'avère très pertinente dans le cadre d'études toxicologiques. Oui, et au laboratoire de biologie fonctionnelle de l'Université de Paris, l'équipe d'Armel Baeza et de Sonia Bolland étudie l'effet des polluants atmosphériques sur les poumons sans sacrifier aucun animal. Elles utilisent directement des cellules humaines dans des cultures in vitro, des cellules issues de patients qu'elles font pousser en couches jusqu'à mimer l'épithélium respiratoire, un tissu cellulaire qu'elles exposent ensuite aux différents types de polluants. La technique a toutefois ses limites car ne tient pas compte de l'influence de l'organisme dans son ensemble. Ça c'est la salle de culture. En fait, elle présente un sas pour que justement protéger d'un côté nos cultures pour qu'elles soient stériles et de l'autre côté pour utiliser des virus ou autres pour qu'ils ne sortent pas de la pièce. Pour éviter des fuites. Voilà. Bon. Donc là on enfile la blouse. Oui. Ouais. Faut mettre. En fait, il faut s'équiper avec des blouses et des gants. Donc l'intérêt de la culture sur un cerf, c'est que les cultures se maintiennent plus longtemps.
cas, nous, on va au moins jusqu'à 1 mois. Donc là, l'idée, justement, c'est à la fois donc des modèles qui supportent une culture sur le long cours et à la fois de mettre en place des protocoles d'exposition et d'analyse sur une plus longue durée. Donc là, actuellement, on a travaillé sur 5 expositions répétées, voire jusqu'à 12, ce qui nous fait tenir à peu près jusqu'à 1 mois. Donc ici maintenant on est dans la salle de culture. Donc les cellules ils sont cultivées en fait dans des incubateurs où ils sont à 37 degrés en atmosphère humide. Oui, comme ça déjà on simule bien l'organisme humain au niveau température. Oui, c'est ça. Donc ça c'est ce qu'on appelle une hotte à flux laminaire ou bien un poste de sécurité microbiologique qui permet donc de travailler en ambiance stérile où on a un air qui est filtré qui arrive sur la paillasse et qui permet donc de protéger la culture mais également de protéger le manipulateur puisque l'air est repris et recyclé. Donc là dans l'incubateur il y a déjà après l'emploi des lignées cellulaires. Voilà, donc il y a une lignée en monocouche. Pour qu'elles s'amplifient, on a toujours assez de matériel pour pouvoir en fait les mettre après sur ces petits inserts dont on vous a parlé. Les inserts c'est comme des puits ou... Oui, en fait c'est une petite cupule que l'on met dans un grand puits et cette cupule est tapissée au fond par un filtre poreux et donc la culture et les cellules sont déposées sur ce filtre et donc elles vont être nourries par en dessous au travers des pores et la partie supérieure elle au contraire est au contact de l'air ce qui permet donc ensuite de venir exposer aux particules. Et donc comme ces cellules, même si c'est une lignée, mais c'est une lignée qui a gardé quand même certaines fonctions, elle est capable de continuer à produire du mucus. Donc on a une petite interface de mucus qui se forme entre les cellules et l'air. C'est extraordinaire. Donc là ce sont des cellules bronchiques? C'est ça, c'est des cellules bronchiques d'origine humaine qu'on cultive donc sur ces inserts-là. Donc là c'est la lignée qui s'appelle Calu3. Et donc ces lignées cellulaires, on va les exposer plus tard à des polluants atmosphériques. Voilà, donc soit on peut exposer à des particules en utilisant en fait un générateur d'aérosol, ou alors on peut déposer des particules qu'on a préalablement mis en fait en suspension. Et donc ça permet de mimer relativement bien donc ce qui se passe. De manière représentative. Tout à fait. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, en fait, c'était des anciennes cultures que nous avons fixées pour après pouvoir les observer au microscope. Donc, en fait, ils sont toujours présents sur leurs petits inserts. Donc, c'est ça les petits inserts. Là, j'en sors un. C'est extraordinaire parce qu'au fond, tout au fond, il y a des cellules humaines. Une petite membrane avec des pores qui permettent qu'en fait les cellules qui poussent au-dessus de la membrane soient nourries par en bas. Voilà. Vous avez un frigo bien rempli. Ouais. C'est tous les petits milieux qu'il faut pour nourrir nos cellules, parce que chaque type de cellule a besoin de son milieu spécifique. Et alors finalement, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport aux avantages ou aux limites de cette méthode par rapport à l'utilisation de modèles animaux? L'intérêt, c'est d'avoir une approche qui est beaucoup plus mécanistique, puisque là, on regarde finalement l'interaction directe du polluant avec les cellules, et donc de comprendre vraiment tout ce qui se passe à l'échelle moléculaire et cellulaire, et de voir justement les premiers événements qui se produisent à l'échelle de la cellule, et qu'est-ce qui va conduire finalement à perturber son fonctionnement, ce qui est beaucoup plus difficile, bien évidemment, dans un environnement totalement intégré, avec plein d'interactions diverses et variées. Donc là, on regarde vraiment l'action sur la cible première de ces polluants. Oui, donc on a une analyse plus fine au niveau cellulaire, peut-être même moléculaire, mais quid de la représentativité, parce que là on parle de couches, mais il y a un épithélium, il n'est pas tout seul, il y a un organisme derrière, il y a d'autres paramètres physiologiques. Comment on peut simuler ça? Donc là, il y a des nouveaux modèles qui se développent en fait, où on peut en fait relier différents systèmes de culture de différents types cellulaires les uns avec les autres. Donc c'est des dispositifs fluidiques en fait, microfluidiques, qui sont souvent utilisés pour cela. Mais bon, pour l'instant, on a quand même encore besoin des études animales justement pour voir la réaction globale de l'organisme. Alors en fait, les événements qui se passent à l'échelle de l'animal, on va constater l'apparition d'une pathologie
Et l'idée, c'est d'avoir différents dispositifs in vitro pour comprendre les différentes étapes. Et c'est l'ensemble de ces informations qui permettront de statuer finalement sur le danger provoqué par ces substances. Un seul modèle ne suffit pas. Donc là, on est nous sur effectivement la cible bronchique. Il faut aussi regarder au niveau alvéolaire, faire également donc ce que l'on a dit potentiellement des co-cultures, puisque la première cible c'est l'épithélium, mais en dessous on a aussi des cellules conjonctives, on a des cellules éventuellement endothéliales, et on sait que dans les pathologies respiratoires, l'ensemble de ces tissus peuvent être touchés. Donc c'est encore d'aller vers un niveau de complexité plus important de ces modèles pour reproduire l'ensemble de cette sphère. Merci Céline Lausanne pour ce reportage. Franceline Marano, vous, depuis les années 70, vous êtes impliquée au développement d'alternatives. Vous avez vu l'explosion de la biologie cellulaire. Vous avez donc une réaction à ce reportage. Oui, d'autant plus que ce sont mes collègues qui parlaient. Et c'était dans mon laboratoire où on a développé ces modèles. Oui, c'est en fait l'explosion de la biologie cellulaire au cours du XXe siècle, mais qui a démarré dès le début du XXe siècle. Il faut dire que c'est Alexis Carrel qui a été le premier à isoler un cœur de poulet et trouver les moyens in vitro de faire qu'il continue à battre dans les années 1910, quelque chose comme ça. Voilà, donc mais au cours du XXe siècle, il y a eu un développement de la biologie cellulaire qui a été tout à fait important, et en particulier grâce à la mise en culture de très nombreux tissus. Alors, il y a ce qu'on appelle les lignées, elles en ont parlé, les lignées immortalisées, qui étaient au départ des lignées d'origine cancéreuse, puis ensuite on a su donc les immortaliser par des transferts de gènes, et on en est maintenant, avec les progrès de la biotechnologie, on en est aux organoïdes, aux organes sur puce, à l'application de techniques finalement de mécanique des fluides. Elle parlait de microfluidique, effectivement. Donc on associe actuellement pour toutes ces recherches à la fois des biologistes, donc cellulaires, moléculaires, des informaticiens, des physiciens, pour essayer de reproduire en fait en culture ce qui se passe un peu dans le vivant à travers toutes ces interactions qu'on évoquait. Voilà la situation qui est extraordinaire, cette explosion des connaissances dans le domaine du vivant grâce à la biologie cellulaire et moléculaire. Oui, vous avez prononcé le mot organoïde pour replacer. C'est un organoïde, c'est une version miniature et simplifiée d'un organe fabriqué in vitro en 3 dimensions. Ça représente une microanatomie assez réaliste. Alors pourquoi le développement de la biologie cellulaire, ces structures similaires aux organes que sont les organoïdes, pourquoi ça ne remplace pas les rongeurs ? Ça reste un organe. Quand j'évoquais donc l'isolement au début du XXe siècle d'un cœur de poulet, d'un embryon de poulet qu'on arrive à maintenir, finalement l'organoïde c'est un petit peu ça, mais plus complexe. C'est-à-dire qu'on arrive à reconstituer souvent à partir de cellules souches d'origine somatique, c'est-à-dire celles qui permettent le renouvellement d'organes, de nos organes. On arrive à orienter donc ces cellules souches vers toutes sortes de types cellulaires. C'est le gros problème d'ailleurs de l'in vitro, de la culture de cellules, conserver les fonctions des cellules en dehors de l'organisme, parce que comme on l'a dit également, c'est que il y a toutes les interactions qui se passent dans un organisme, aussi bien nerveuse que humorale, que hormonale, que également donc tout le système immunologique. Tout ça fait que si on veut reconstituer ça in vitro, c'est complexe. Et les organoïdes permettent actuellement, malgré tout, de reconstituer des organes beaucoup mieux qu'on le fait avec simplement des cultures cellulaires provenant de lignées, par exemple. Alors ça, en effet, ça veut dire que l'effet sur une cellule ou même sur un organe, c'est pas forcément le même sur un modèle, sur un organisme total. Mais pour ça, il existe aussi en ce moment des méthodes qui sont développées autour justement d'algorithmes sur la possibilité de remplacer l'utilisation des animaux par des modélisations
prédilection, hein, ce qu'on appelle la fameuse méthode in silico. Un algorithme de prédilection peut mimer entièrement un organisme. Yvan Balançard. Alors juste peut-être en préambule déjà à cette réponse de dire qu'il y a une seule communauté scientifique. Hein. Ça, je pense qu'il faut quand même sortir de cette vision clivante selon laquelle il y aurait une communauté de personnes qui travaillent sur les méthodes alternatives et d'autres qui travailleraient en expérimentation animale. Ça n'a aucune réalité, c'est-à-dire que tout ça sont des méthodes complémentaires le plus bien souvent. sûr, non, et puis ce sont des chercheurs qui travaillent au sein de mêmes instituts qui collaborent, et donc il n'y a pas des instituts des méthodes alternatives et des instituts d'expérimentation animale. Hein. Je pense qu'il faut sortir de ce schéma qui est souvent véhiculé à tort. Il y a eu effectivement depuis 10 ans l'émergence et de la microfluidique avec les organes sur puce et des organoïdes, et on arrive maintenant même à cumuler les deux, à faire des organoïdes sur puce. C'est des voies extrêmement prometteuses qui restent quand même assez simplistes. Quand on parle d'organoïdes, on parle de mini-organes. En réalité, c'est pas des mini-organes, c'est des cellules qui vont s'auto-organiser. Souvent, c'est une seule couche cellulaire. Et par exemple, dans le cas des organes intestinaux, on va avoir des cellules de l'épithélium, mais on va pas avoir de cellules musculaires, on va pas avoir de cellules nerveuses, on va pas avoir de vascularisation, etc. Donc, ça reste quand même des modèles très simples, mais très utiles. Les organes sur puce, là aussi, c'est extraordinaire. Hein, justement, le fait d'associer la biologie cellulaire avec la microfluidique, et donc c'est là aussi très prometteur. Et puis vous le disiez, les méthodes in silico. Alors, on les utilise quand même depuis assez longtemps. Ces méthodes in silico, en fait, c'est notamment ce qu'on fait quand on va, ce qu'on appelle screener des candidats médicaments. On a un certain nombre de molécules. Quelles sont les molécules qui peuvent avoir potentiellement un intérêt? Eh bien, on sait que par exemple, dans telle activité sur la pression artérielle, un groupement chimique va être responsable de cette activité. Donc en fait, on va se servir avec des banques de données dont on dispose pour présélectionner un certain nombre de molécules, ce qui fait que finalement, c'est un peu les structures relation-activité qu'on peut avoir justement en chimie thérapeutique qui vont permettre évidemment de réduire considérablement parce qu'on va déjà présélectionner ce qui va avoir potentiellement un intérêt pour ensuite l'évaluer d'abord sur des méthodes qui sont des méthodes, alors effectivement on préfère le terme de méthode complémentaire, hein, comme des organoïdes, des organes sur puce, et puis à partir d'un certain moment où on aura besoin d'une évaluation à l'échelle de l'organisme entier, à ce moment-là, effectivement, on utilisera les modèles animaux. Oui, sur la bioinformatique et sur l'apport, sur la réduction de l'utilisation des animaux en pharmacologie et en toxicologie, pour finir, Franceline Marano. Oui, donc je voulais évoquer ce qui n'a pas été fait, donc tout ce qui se développe dans le domaine justement de l'utilisation réglementaire de toutes ces méthodes. Hein. Pendant la réduction de l'utilisation des animaux et le remplacement, pour qu'il y ait une vraie sécurité, que ce soit du médicament ou bien de tous les produits chimiques qu'on a dans notre environnement, il faut les tester. Et la réalisation de ces tests, c'est quelque chose de complexe. C'est le transfert justement des laboratoires de recherche fondamentales vers les applications et ensuite les validations, le processus de validation, c'est-à-dire faire en sorte qu'une méthode soit acceptée au niveau européen, au niveau international, comme une méthode pouvant par exemple remplacer les essais chez l'animal. Ça prend du temps, c'est complexe, c'est un domaine qu'il faut prendre en considération. L'introduction de ces nouvelles technologies dans le cadre des méthodes réglementaires, ça n'est pas encore tout à fait ça, mais on a réussi grâce aux applications actuelles, on a réussi, en particulier avec aussi l'in silico, on a réussi à vraiment faire en sorte qu'il y ait donc une prise en compte tout à fait importante de ces nouvelles méthodes dans l'évaluation de la sécurité des produits. Voilà la réduction, le fameux R de la règle des 3 R. Je suis malheureusement désolé, on est arrivé à la fin de cette émission. Merci à vous deux. Malheureusement non, je suis désolé de vous interrompre parce que c'est l'heure. On rentre en place la chronique d'Étienne Klein, le pourquoi du comment. Peut-on être normal sans être normal? Je voudrais vous montrer aujourd'hui que des idées claires et distinctes, des idées à la Descartes si vous préférez, même lorsqu'elles sont correctement manipulées, sans la moindre erreur de logique, peuvent engendrer de quoi casser les os des cerveaux les mieux charpentés. Prenez le paradoxe dit de Russell, énoncé par le grand logicien Bertrand Russell, qui fut aussi prix Nobel de littérature au tout début du XXe siècle. Russell part de deux notions, a priori simples et faciles à définir.
celle d'ensemble d'une part, celle d'éléments d'un ensemble d'autre part. Un ensemble se définit par le fait qu'il contient des éléments. Un élément se définit par le fait qu'il appartient à un ensemble. Russell propose ensuite de classer les ensembles en 2 catégories. D'un côté, les ensembles dits normaux, de l'autre, les ensembles dits non normaux. Un ensemble normal est un ensemble qui ne se contient pas lui-même comme élément. Prenons l'exemple de l'ensemble des physiciens. Il n'est pas lui-même un physicien, donc l'ensemble des physiciens ne se contient pas lui-même comme élément, donc c'est un ensemble normal, même si certains de ces éléments, je vous le concède, sont bizarres. De la même façon, l'ensemble des personnes qui ont le trac n'est pas une personne, et en plus cet ensemble n'a pas le trac. Il ne se contient donc pas lui-même comme élément, il est normal. Un ensemble non normal sera le contraire, c'est-à-dire un ensemble se contenant lui-même comme élément. Par exemple, l'ensemble de toutes les idées abstraites est lui-même une idée abstraite, donc il se contient lui-même comme élément, il est donc non normal. Jusque-là, tout va tranquillement bien, on est à l'aise, on ne perd pas le fil, on maîtrise grave. Mais maintenant, appelons N l'ensemble de tous les ensembles normaux. La question à ne pas poser, si l'on veut éviter les ennuis, est celle-ci. N est-il un ensemble normal ou un ensemble non normal ? Examinons les 2 possibilités l'une après l'autre. Première possibilité, N est normal. Cela veut dire qu'il fait partie de l'ensemble de tous les ensembles normaux, donc il fait partie de lui-même, donc N se contient lui-même comme élément, il est donc non normal. Seconde possibilité, N est non normal, cela veut dire qu'il se contient lui-même comme élément, par définition, donc il est normal puisque N est l'ensemble de tous les ensembles normaux. Bref, N est normal, si et seulement si N est non normal. C'est carrément paranormal. Nous voici catapultés en 2 coups de cuillère à peau dans un monde étrange, où un énoncé peut être aussi vrai que son contraire. Cela ne vous rappelle rien ? Si, bien sûr, cela ressemble au paradoxe du menteur. Sauf que là, il n'y a pas de mensonge, donc c'est plus grave. Ce que nous venons de découvrir, c'est qu'une ambivalence terrible pourrait bien se cacher au cœur de la pourtant très rigoureuse théorie des ensembles. Je sais d'expérience que tout cela n'est pas facile à comprendre du premier coup, mais je peux vous aider à mieux saisir la chose grâce à une petite histoire, proposée elle aussi par Russell en 1904. Elle raconte ceci. Le conseil municipal d'un village vote un arrêté qui enjoint à son barbier de raser tous les hommes du village qui ne se rasent pas eux-mêmes, et seulement ceux-ci. Le barbier, qui est un habitant du village, comprend vite qu'il se trouve mis dans une situation impossible. En effet, il ne peut en aucun cas respecter la règle qu'on lui impose, car soit il se rase lui-même, dans ce cas il enfreint la règle, car le barbier n'a le droit de raser que les hommes qui ne se rasent pas eux-mêmes. Soit il ne se rase pas lui-même, qu'il se fasse raser par quelqu'un d'autre ou qu'il conserve sa barbe. Dans ce second cas, il est également en tort puisqu'il a l'obligation de raser tous les hommes qui ne se rasent pas eux-mêmes sans exception. Or, s'il ne se rase pas lui-même, cela fait une exception. Conclusion, le barbier ne peut pas se raser lui-même en même temps qu'il ne peut pas ne pas le faire. Le pauvre homme se trouve soumis à 2 injonctions impossibles et contradictoires, de sorte que son sens du devoir le projette dans un enfer à la fois capillaire, moral, professionnel, intellectuel et juridique. C'est presque un record. C'est ainsi qu'au détour d'un simple arrêté municipal, pourtant en bonne et due forme, la raison disjoncte. La raison du barbier, qui ne sait plus ce qu'il doit faire, et la nôtre aussi, car si le barbier nous demandait comment nous pourrions l'aider, nous donnerions notre langue au chat, voire au chat de Schrödinger soi-même, connu pour être le symbole le plus absolu du tiraillement existentiel. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Merci beaucoup, Étienne Klein. Merci à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute. Merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Antoine Beauchamp, Ève Etienne, Céline Lausanne, Natacha Demoule, Garance Préma Anolo. À la réalisation, Olivier Bétard. Merci à Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, grâce à qui vous pourrez retrouver sur le fil @Science CQFD sur Twitter toutes les sources, les études et analyses sur lesquelles s'appuie cette émission. Ce podcast, à toute heure, sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.